Un traditionnel exercice dans un contexte particulier en RDC. Félix Tshisekedi présentera son discours sur l'état de la nation devant un parlement en crise. De l'aide pour les populations de Mekele en Éthiopie, une première dans cette capitale du Tigré depuis le début des affrontements entre gouvernement fédéral et autorités locales. Encore des enlèvements au Nigeria, la cible cette fois-ci des élèves d'un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina au nord. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi doit s'adresser ce lundi au Parlement réuni en congrès. Ceci après la fragilisation de la majorité parlementaire de son prédécesseur, Joseph Kabila, et la rupture de leur accord de coalition. Des précisions à travers ces images. L'Assemblée nationale a invité samedi les députés à prendre part à un congrès lundi pour le discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation, un rendez-vous annuel prévu par la Constitution. Celui de cette année va se dérouler dans un contexte particulier après la fragilisation de la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila et de la rupture de leur accord de coalition. Proclamé vainqueur des élections du 30 décembre 2018, le président Tshisekedi avait signé un accord secret de coalition avec son prédécesseur. Il avait été investi le 24 janvier 2019 en présence de Joseph Kabila, première transition du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance du pays en 1960. Mais dimanche dernier, le président Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait depuis janvier 2019. Le chef de l'État avait ajouté qu'il souhaitait trouver une nouvelle majorité d'union sacrée à l'Assemblée nationale pour réformer le pays. Jeudi, la présidente pro-Kabila de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a été destituée par une majorité de 281 députés sur 500 au total. Dans ce contexte, le président Tshisekedi a reçu le soutien de l'Union européenne à son ambitieux programme de réforme qu'il a annoncé. Vendredi dernier, l'Union européenne a également décidé qu'elle prolongeait d'un an jusqu'en décembre 2021 des sanctions contre 11 personnalités congolaises pour entrave au processus électoral en 2016 sur la fin du régime Kabila. En Centrafrique, les candidats à l'élection présidentielle et aux législatives sont autorisés à aller charmer les électeurs. La campagne électorale a démarré ce samedi. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a tenu son premier meeting. Il apparaît comme le favori à la conquête du fauteuil présidentiel. Ce pronostic quasi unanime chez les politologues et observateurs étrangers a été renforcé il y a une semaine par l'invalidation de la candidature de son plus grand rival, l'ex-président François Bozizé. La chute de ce dernier en 2013 a précipité ce pays dans un conflit qui a fait des milliers de morts et poussé plus du quart des habitants à fuir leur domicile. Le 27 décembre prochain, environ 1 800 000 électeurs seront appelés à désigner un président et 140 députés. Le second tour est prévu pour le 14 février. Le code électoral fixait l'ouverture de la campagne officielle à samedi pour les deux scrutins. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, élu par surprise au second tour en 2016. Il a tenu son premier meeting à Bangui, la capitale. En 4 ans, nous nous sommes investis pour relever le défi sécuritaire qui est le problème majeur de ce pays et progressivement, tout s'arrange. Le retour de la sécurité en Centrafrique nous concerne tous. Ma détermination et celle du gouvernement s'est traduite par la signature de l'accord de paix avec les groupes armés pour apporter la paix en Centrafrique. Ce bilan fait une claire référence à François Bozizé, putschiste récidiviste jusqu'à sa prise de pouvoir en 2003 et que le camp du sortant accuse de vouloir réitérer un coup de force. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé.
C'est une première depuis le début du conflit au Tigré, au nord de l'Éthiopie. Un convoi d'aide internationale est arrivé samedi à Mekele, capitale de la région. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète du sort des réfugiés érythréens dans cette zone. Reportage. C'est une première depuis le début du conflit au Tigré, au nord de l'Éthiopie. Un convoi d'aide humanitaire est arrivé samedi à Mekele, capitale de la région. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait lancé cette opération le 4 novembre pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, après des mois de tension et a annoncé le 28 novembre la prise de Mekele et la fin des combats. La communauté internationale réclame un accès au Tigré, coupé du monde depuis le début de l'opération, pour y acheminer de l'aide. Avant même le début du conflit, 600 000 habitants, dont 96 000 réfugiés érythréens, étaient totalement dépendants de l'aide alimentaire. Un convoi de 7 camions de la Croix-Rouge est arrivé samedi à Mekele, a indiqué le comité international de l'organisation. Le convoi transportait des médicaments et du matériel pour soigner plus de 400 blessés ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques. Ces secours sont destinés à l'hôpital Haïder, principal centre de Mekele, au bureau régional de la santé et à la pharmacie de la Croix-Rouge éthiopienne dans la ville. Après des semaines sans réapprovisionnement, sans eau courante et sans électricité, les médecins et le personnel infirmier ont été contraints de faire des choix impossibles entre les services à maintenir et ceux à supprimer. Le 2 décembre, l'Organisation des Nations Unies s'était félicitée d'avoir obtenu du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré, mais n'a pas encore été en mesure de l'appliquer. Addis Abeba insistant sur sa volonté d'être le chef d'orchestre de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Au Mozambique, des milliers de personnes déplacées tentent de survivre dans le camp de Pemba. Ils ont tout quitté face à l'avancée des groupes armés qui sèment la terreur, multipliant les attentats ces derniers mois dans le nord du pays. Désormais, leurs journées sont monotones, mais denses en émotions. Déboussolés, affaiblis et traumatisés, la vie des réfugiés mozambicains tourne au ralenti. Dans ce lycée agricole de Pemba, abandonné aux murs décrépits, transformé en camp de déplacés, vivent plus de 600 familles, des personnes qui tentent de survivre. La faim est très présente ici, dans 3 camps. Nous avons faim. Quand vous reviendrez à Pemba, dites aux gens que les communautés de Mapasen et de Mapan ont faim. Ne soyez pas surpris si vous voyez des gens mourir de faim. Nous sommes affamés. Un sac de 50 kilos de nourriture pendant 30 jours, ce n'est rien. Les conditions sont insupportables. Beaucoup de gens dorment à même le sol, surtout ceux qui sont ici. Ils n'ont pas reçu de tente, de couverture, de casserole. Ils n'ont reçu que de la nourriture, c'est tout. Beaucoup d'entre elles ont le souvenir récent des atrocités commises par les djihadistes qui sèment la terreur, multipliant les attentats ces derniers mois dans le nord du Mozambique. Échangeant leur terrible histoire, ces survivants évoquent parfois tout doucement l'avenir. Issa Ali, 53 ans, vient de Mosimboa, de Praia, un port pris par les djihadistes en août dernier. Lui aussi a tout quitté quand les djihadistes ont mis feu à son village. Caché dans la brousse, il est revenu après leur départ, mais il a tout perdu, vêtements, matelas et nourriture, tout avait brûlé. Il a marché longtemps avant d'atterrir là, mais il est sans nouvelles de sa femme et de leurs 10 enfants. Le matin, nous n'avons pas de repas sain. Ils nous ont juste donné 50 kilos de poids pour 30 jours à partager entre 3 familles, à manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous cuisinons avec du sel et de l'eau. Dans ce camp, les enfants inventent des jeux pour passer le temps et oublier la peur et l'incertitude un instant. Quant aux autorités locales, elles sont mobilisées, mais n'arrivent toujours pas à subvenir à leurs besoins. Au Nigeria, c'est une scène qui est devenue fréquente. Des hommes armés ont attaqué un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina au nord. Les assaillants ont enlevé plusieurs élèves. Le président Muhammadu Buhari a réagi à cette attaque.
Vendredi soir, les bandits sont arrivés à moto en tirant par intermittence et ont tenté d'entrer dans l'école gouvernementale à Kankara, a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Issa Gambo. Les policiers les ont repoussés avec l'aide de l'armée au terme d'une fusillade d'1h30, a-t-il ajouté, sans faire état de blessés, précisant que quelques 200 d'entre eux qui avaient pris la fuite étaient rentrés samedi matin. Des habitants ont rapporté des enlèvements d'élèves, se comptant en dizaines, selon les médias locaux. Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l'école et a enlevé plusieurs élèves. Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque menée par des lâches et visant des enfants innocents. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Des bandes armées, parfois fortes de plusieurs centaines de membres, sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord du Nigeria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. En août dernier, des hommes armés avaient enlevé en pleine classe une enseignante avec plusieurs de ses élèves dans l'état voisin de Kaduna. Les otages avaient ensuite été relâchés, mais l'éventuel versement d'une rançon n'a pas été révélé. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump encaisse un nouveau rejet de son recours formulé en invalidation des résultats de la présidentielle. La Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite. Suivons ensemble. Faute d'éléments tangibles pour étayer les accusations de fraude massive, la cinquantaine de plaintes déposées par les alliés de Donald Trump à travers les États-Unis ont toutes, à une exception près, été rejetées par les tribunaux ou abandonnées. Après ces échecs et un premier revers devant la Cour suprême, les autorités texanes avaient déposé ce mardi un recours qui faisait figure d'opération de la dernière chance demandant l'annulation des résultats des 4 États clés remportés par Joe Biden, à savoir Pennsylvanie, Géorgie, Michigan et Wisconsin, au motif que, selon elle, les autorités locales avaient violé les lois électorales en étendant l'usage du vote par correspondance. Les 9 sages de la Cour, dont 3 nommés par le président républicain, ont estimé dans une courte décision que le Texas n'était pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump a accusé les juges de n'avoir fait preuve ni de sagesse ni de courage. Des réactions se font enregistrer dans le camp Trump, fustigeant la décision. Plus de 120 élus républicains du Congrès s'étaient associés formellement à la démarche, pourtant très critiquée par les experts en droit. Alors que les grands électeurs doivent se retrouver lundi prochain pour enregistrer leur vote, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face au démocrate Joe Biden et assure que l'élection lui a été volée. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention.